Nouvelle édition du débat sur la chaîne bleue, Canal 2 Info. Merci madame, merci monsieur de nous prêter votre attention une fois de plus pour cet autre échange que nous allons avoir au cours de ces prochaines 40 minutes. L'actualité est bien au-devant de la scène avec ces attentats qui ont secoué la ville de Paris vendredi dernier, suivi par un assaut vécu en mondiovision de façon assez exceptionnelle. Un assaut qui, nous apprend-on, juste avant d'entrer dans ce studio, aurait finalement coûté la vie au cerveau présumé de ces attaques de Paris. Abdelhamid Abdaoud serait donc mort dans ces attaques-là. Mais au-delà de ces informations tout aussi choquantes et fraîches qui nous arrivent, on va s'interroger au cours de cet échange sur le traitement que les confrères de manière locale donnent aux différents attentats, autant ce qui se passe de l'autre côté là-bas de l'Hexagone, ou alors même ce qui se passe, et surtout même ce qui se passe ici chez nous, de Kolofata, Kerawa, Maroua à Paris. On a l'impression de vivre les mêmes douleurs, mais avec des traitements différents. Voilà donc le sujet principal de cette autre édition du débat sur la chaîne bleue. Et nous allons en parler avec deux invités. Le premier, c'est un journaliste, syndicaliste bien engagé, qui n'a pas sa langue dans la poche. Charles Fonga nous fait l'amitié d'être avec nous pour cette autre édition du débat. Merci d'être là, Charles. Merci. C'est la toute première fois que vous me donnez l'opportunité de débattre sur la chaîne bleue. Je pense que c'est une série qui s'annonce. Nous l'espérons aussi, c'est une série qui s'annonce dans cette dynamique qui nous veut au devant de la scène. Canal de la chaîne d'information en continu est là pour servir les téléspectateurs avec bien évidemment le concours des experts, spécialistes et professionnels tels que vous êtes. Et l'autre qui est avec nous aussi de manière assez régulière, qui lui aussi n'a pas sa langue dans la poche, c'est un autre journaliste, spécialiste des questions internationales et économiques, Eli Smith. Bonsoir. Oui. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Voilà, Eli Smith est donc avec nous dans ce studio. On aurait dû avoir Martial de Bissot. Quelques soucis ne nous ont pas permis de l'avoir. En tout cas, peut-être avant le terme de cette autre édition. Alors Charles, on va commencer avec vous au regard de cette annonce qui tombe comme ça à chaud. Le décès d'Abdelhamid Abdaoud, cerveau présumé, n'est-ce pas, des attentats du 13 novembre dernier. Est-ce que c'est une nouvelle qui devrait permettre de se réjouir? Moi, je pense que non, car on a vu un peu partout, quand les chefs des nébuleuses comme celle qui a frappé Paris disparaissent, il y en a toujours qui sont préparés pour prendre la relève. Et quelquefois, ils arrivent avec une nouvelle stratégie. Parfois, ils arrivent avec la volonté ferme de s'imposer, de faire mieux que celui qui était là par le passé, que le prédécesseur. Donc, il est peut-être parti, mais j'ai envie de croire que celui qui arrive peut être beaucoup plus virulent que lui-même. Alors, ça vous rappelle un peu la mutation au niveau de Boko Haram avec l'arrivée de Chekao beaucoup plus violent? Beaucoup plus violent, c'est exactement cela. Et ce n'est pas seulement le cas avec Chekao, on l'a vu dans d'autres pays. Chaque fois que le numéro 1 passe, celui qui le remplace veut toujours montrer qu'il a un peu plus de mérite que son prédécesseur. Donc, que les attentats de défense aient bien réussi, ce n'était pas simplement le fait de celui qui est tombé. Nous devons bien croire que c'était toute une dynamique avec des personnes suffisamment aguerries qui maîtrisent la géostratégie, la stratégie. Et nous devons croire que s'il est parti, il n'est pas forcément parti avec ces stratégies-là. Alors on va revenir à vous sur le développement de cette actualité, mais on vous sait syndicaliste et on sait aussi que le syndicat national des journalistes du Cameroun a connu un renouvellement, n'est-ce pas, de ses organes dirigeants. C'est quoi l'actualité la plus récente ou bien la plus à même d'être présente ces jours-ci? L'actualité, c'est cette provocation que les journalistes ont eu à suivre, à savoir la réunion de la commission de la carte de presse à Yaoundé qui prévoit la délivrance de cette sésame à partir du mois de février et qui annonce déjà que cette carte sera calquée sur le modèle français. Nous disons que ce n'est pas 50 ans après l'indépendance, nous allons encore chercher un modèle ailleurs. Nous avons envie de croire que c'est l'escroquerie organisée et au niveau du syndicat national du Cameroun, nous sommes en train de nous organiser pour dénoncer cette forfaiture car pour nous, cette commission n'a pas sa place tant qu'elle n'est pas mise en place de commun accord avec la corporation elle-même et que ceux qui sont chargés de la diriger sont choisis et proposés par la corporation elle-même. Alors, c'est sur le choix des hommes que vous estimez que c'est une escroquerie ou bien vous vous appuyez sur d'autres éléments? Nous disons sur le principe lui-même. Nous pensons que s'il faut organiser la corporation, l'initiative ne viendrait pas du gouvernement qui prend celui de nommer, de créer une commission et d'en nommer les membres. Nous pensons que l'initiative doit partir de la corporation elle-même et le gouvernement peut nous apporter son soutien, comme cela se passe dans plusieurs autres pays, mais pas que cela soit l'émanation de l'État. Et nous voulons bien croire que si l'État a pris les devants pour mettre en place cette structure, c'est certainement parce que l'État a un intérêt, l'État
a certainement un agenda caché et nous disons non à cet agenda caché-là. Très bien, Charles Fonga, à condition, on vous le dira aussi, que la corporation elle-même soit véritablement organisée. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter dans cette dynamique-là. Elie Smith, la France a vécu, on va dire, des jours assez délicats. Au-delà, n'est-ce pas, du choc, il y a eu les mois, la frayeur maintenant. Cette annonce du décès d'Abdelhamid Abdaoud, est-ce que cela devrait être pris comme une victoire finalement de la France sur le terrorisme? En victoire de la France sur le... C'est un peu trop, mais d'abord, victoire parce que monsieur Abdelhamid, c'est quelqu'un qui était flamboyant, qui ne se cachait pas. Donc je crois aussi qu'il est mort d'une manière flamboyante. C'est quand même une bonne chose pour le service de renseignement français qui ont eu à pister ce monsieur et le tuer. Mais je vais abonder dans le sens de Charles. Ça ne veut pas dire que le terrorisme est fini. Nous avions vu la mutation, même quand on voyait le Daesh aujourd'hui. Il faut savoir que Aboubacar al-Baghdadi, dit Lionel Messi, parce que c'est un homme qui aime beaucoup le football, était un adepte de Al-Qaïda. Vous voyez que quand il a quitté de Al-Qaïda, il a créé une organisation qui n'a pas une hiérarchie verticale, mais horizontale et plus violente que Al-Qaïda. Même chez nous ici, le Boko Haram, vous avez vu, après la mort de Mohamed Youssouf, Aboubacar Chako a pris le pouvoir, et même dans les mutations, les deux individus qui gèrent le Boko Haram aujourd'hui, vous avez vu les mutations qu'il y a eu. Donc je pense qu'en ce qui concerne la France, ce n'est pas une victoire, mais quand même, pour le moral des services de renseignement français et le service de renseignement occidentaux, c'est quand même une bonne chose d'en finir avec quelqu'un comme Abdelhamid, dit Abou Omar. Très bien. Lui, il serait donc tombé sous les balles, n'est-ce pas, des forces de sécurité françaises, en attendant de voir si tous les autres complices aussi vont passer à la trappe. C'est peut-être sur le plan psychologique quelque chose de plus, quand on peut s'imaginer, et au regard des différents, on va dire, mouvements que la France a connus ces jours-ci, état d'urgence et bien d'autres conditions restreintes, qui ont quand même privé les citoyens de ce côté-là de liberté. Passer ce traitement, et nous sommes en plein même derrière, déjà dans la problématique qui va faire l'objet de cet échange, on s'aperçoit que le traitement médiatique qui a été fait de cette attaque, de ces attaques de Paris, relève quand même d'un niveau assez conséquent. On a eu des cas similaires sous d'autres cieux. On a souvent les Shebabs, je vais commencer un peu plus loin. On a le Nigeria avec les séries Kano, Maïdougouri et j'en passe. Le Cameroun, c'est Kerawa, c'est Marwa, c'est Kolofata. Charles Fongan, est-ce que vous avez l'impression, au regard de la densité de la couverture médiatique de ces événements-là, qu'il y a deux poids, deux mesures? Moi, je dirais plutôt qu'il faut circonscrire exactement les lieux où cela se déroule. Dans le cas du Cameroun, on s'attend à ce que ce soit les journalistes camerounais qui puissent prendre cette activité et lui donner toute la place qu'il faut lui donner. Et dans le cas de la France, on a également vu que ce sont les médias français et les médias occidentaux qui ont donné toute cette importance à l'information. Donc, pris isolément, c'est-à-dire que si on questionne le traitement qui est fait par les journalistes camerounais, alors j'ai envie de dire que nous accordons assez souvent également aux événements qui ont lieu à Kolofata, qui ont lieu à Kerawa, la même importance que les journalistes français en Île-de-France accordent également à l'événement qui a eu lieu le 13 novembre. Maintenant, s'il faut étendre cela, ça veut dire que cela sorte au-delà des frontières, alors il y a la géopolitique qui doit être prise en compte, qui rentre en ligne de mire. Et en ce moment-là, on peut comprendre que ce qui s'est passé en France a eu beaucoup plus d'écho que ce qui se passe véritablement au Cameroun. Quand on va rentrer dans les détails, on pourra mais comprendre. alors, Charles, que répondez-vous à quelques personnes qui, dans la critique du traitement, n'est-ce pas, de ces actualités-là, et notamment chez nous, estiment que, justement, les journalistes camerounais donnent un peu plus d'espace à ce qui se passe ailleurs qu'à ce qui se passe sur leur propre territoire? C'est vrai que je... Possède de mauvaises intentions? C'est vrai que je refuse l'autoflagellation, mais je n'ai pas envie de dire ce qui est. Deux principaux critères valident le choix d'une information. Le premier critère, c'est le caractère nouveau de l'événement, de l'actualité elle-même. Et généralement, les anglophones expliquent cela mieux, disent « news is new ».
C'est-à-dire que c'est le caractère nouveau d'une information qui peut donc pousser le journaliste à l'inscrire comme information à divulguer. Et ensuite, il y a également la loi de la proximité qui voudrait que, quand bien même l'information est nouvelle, si cette information-là touche au plus près les gens dans un environnement bien précis, que cette information-là soit privilégiée à une autre. Généralement, Paris serait plus proche de Douala que Kolofata? Non, il dit ceci. Et maintenant, dans la proximité, il y en a plusieurs types. Il y a la proximité géographique. C'est-à-dire que le Camerounais qui est Camerounais se sent beaucoup plus proche de l'information qui vient de Kolofata que d'une information qui viendrait de Paris. Premièrement, voilà cela. Mais il y a également une proximité qui est celle affective. C'est-à-dire que je suis Camerounais, normalement, je devrais me sentir plus proche des événements qui se passent à Kolofata que des événements qui se passent à Paris. Mais si on va aussi plus loin, on va se rendre compte que, étant Camerounais, nous avons un lien plus ou moins étroit avec la France. Au point où une certaine affection. Un lien d'assimilation? Une certaine affection avec la France. Bon, c'est pas forcément l'assimilation. On a des frères qui y vivent. Et du coup, ce qui se passe en France peut également intéresser les Camerounais, dont les médias camerounais. Mais je dirais, au-delà de tout, que ce serait un tort à causer à nous-mêmes, et ce serait même un manquement grave pour la presse que d'accorder plus d'importance à un événement qui se passerait à Paris, à celui qui se passe sur place dans notre pays. Alors, Elie Smith, je ne sais pas quel est le regard ou la vision que vous portez sur ce débat-là. De votre observation, avez-vous l'impression effectivement que le traitement local de ces séries d'attentats a moins d'importance, en tout cas en termes de volume, que le traitement qui est fait, on va prendre pour l'exemple le plus proche, de celui qui s'est passé à Paris? Bon, écoute, j'ai un regard différent de Charles. Je regarde par exemple, je donne un exemple ici chez nous. Quand il y a eu l'attentat à Paris, le lendemain, il y a une émission spéciale. 2 ou 3 jours, il y a eu encore une autre émission spéciale, parce que ça a eu lieu à Paris. Mais quand c'est Kolofata, Maroua, Yola, je ne sais pas, nous on ne le traite pas, on le traite un peu comme ça, parce que je crois que c'est ce que Charles est en train de dire, qui me fait un peu rire, parce que ça veut dire que nous nous sentons un peu proches des Parisiens ou des Français, parce que il y a des médias, il y a nos frères qui y habitent. Mais je pense que ce qui se passe aussi, c'est que c'est la capacité de nos médias. Les médias occidentaux sont puissants, ils nous arrosent, mais nous aussi, on peut faire quelque chose. Le problème que nous, je pense que peut-être c'est le caractère de ceux des gens qui ont nos médias. Ils ont les médias, mais ils ne savent pas que les médias peuvent faire quelque chose. Parce que aussi, pour être proche, on ne peut pas comprendre, par exemple, parce que si tu veux critiquer quelqu'un, critique toi-même. On ne peut pas comprendre que notre groupe, c'est un groupe Canal 2 International. Quand quelque chose se passe à Maroua, nous, on a les images qui viennent de France 24. C'est absurde. Pourquoi? Parce que les médias africains n'ont pas encore compris qu'il faudra que nous-mêmes, on maîtrise notre capacité d'informer les autres. Parce que je pense que le problème des Africains, c'est qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. On a un problème de complexe d'infériorité. Ce qui se passe au Nigeria, pour nous, c'est le Nigeria, c'est le Tchad. On préfère voir ce qui se passe en France. Donc, on a ce problème qu'on n'a pas encore eu l'indépendance d'esprit. On est encore comme des gars qui sont encore colonisés. La preuve en est que, regardez un truc bizarre, stupide qui se passe au Cameroun. 50 ans d'indépendance. Vous voulez faire une carte de presse, vous dites que vous voulez copier ce système de carte de presse à la française, et même quand vous voulez copier à la française, vous le biaisez même, parce que si vous voyez un peu le système d'octroi de presse en France, le SNJ, ce n'est pas le système qu'on est en train de mettre ici au Cameroun. C'est la même chose en termes politiques. Vous volez, vous copiez la constitution de la 5e République, mais vous venez la tropicaliser ou la camerouniser, comme on dit. Donc je pense que notre problème, c'est que, 1, on ne s'aime pas nous-mêmes. 2, les médias africains n'ont pas assez de moyens, ou ils ont des moyens. Ceux qui gèrent les médias africains ne comprennent pas la capacité d'un média. Il faudra que si on veut apprendre ce que les Français font, on fait un peu comme TF1. Martin Bouygues crée TF1. Il cherche un journaliste ou quelqu'un qui comprend la presse pour la gérer. Tant qu'on ne pourra pas le faire, voilà la raison pour laquelle, par exemple, quelque chose qui se passe à Yola, comme il est passé dernièrement, on n'a jamais, je n'ai même pas vu sur une télévision camerounaise en parler, ils s'en foutent royalement. Donc le problème des Africains est que, 1, on ne s'aime pas,
Deux, on a encore ce problème de complexe d'infériorité, que tout ce qui se passe à Paris, nous devions la parler. La preuve, c'est ce qu'on a fait ici pendant 2 jours. C'est seulement aujourd'hui qu'on a pensé que bon, il y a eu les morts à Yola. Comme quelques-uns disent, quand il pleut à Paris, Abidjan ou Yaoundé, Douala est mouillé. Exactement. Alors, mais Elie, on va quand même vous poser un problème pratique dans la gestion de ces informations-là. Vous avez commencé quand même à égrener quelques-uns de ces éléments. Il y a quand même que, au regard des difficultés financières, structurelles même, des médias chez nous, on peut comprendre peut-être qu'on n'a pas toujours la possibilité de se trouver là où l'information se cache et qu'on se replie sur des sources qui forcément vont coûter moins cher. Est-ce que vous ne voyez pas aussi que la structuration même du monde médiatique et l'incapacité de ces médias-là à assumer les charges constitue aussi une véritable problématique? Non, je pense pas, c'est un problème de volonté. Moi, j'ai travaillé dans une chaîne africaine à Brazzaville. On n'avait pas quelque chose de phénoménal comme budget. C'est la volonté individuelle. Et puis l'ambition de celui qui a cette chaîne, ou les Africains. Tu sais, l'Afrique... Mais quand il n'y a pas de subvention, vous allez regarder en Europe et dans bien d'autres pays là-bas, il y a quand même des subventions qui accompagnent le déploiement de cette presse-là. On n'arrive pas à Kolofata en se levant le matin quand même. Non, je m'inscris en faux. Par exemple, vous allez à Kolofata. Ce qui se passe, c'est qu'on est aussi dans un système, il faut admettre que le gouvernement on peut être libre. Disons, le Cameroun, c'est l'un des pays en Afrique centrale qui a une presse libre. Là, on doit leur donner ça, parce que quand vous voulez critiquer, et aussi l'honnêteté de dire voilà ce qui est bon. Mais en ce qui concerne Boko Haram, ou les attaques dans le nord du Cameroun, le gouvernement est aussi une obstruction, parce qu'ils ne veulent pas que la presse y vienne. Mais je pense que si tu as 100 000 francs CFA ou 200 000 francs CFA, tu peux envoyer un journaliste et un caméraman à Garoua. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de sécurité dans son déploiement. Non, vous devez savoir qu'un journaliste, monsieur... Un minimum. Oui, un minimum, mais un journaliste reporter. Mais quand vous avez un journaliste de France 2 qui va au Mali, il a quand même une assurance. Même s'il va au Mali, il est quand même assuré, tout au moins pour un certain nombre de détails. C'est vrai, mais vous savez savoir aussi qu'il y a aussi la volonté d'un... Il y a des gens qui aiment ça. Vous savez, un bon journaliste, reporter, parce qu'il y a 2 types de journalistes. Il y a des journalistes qui aiment rester dans des bureaux, parler. Il y a des journalistes qui aiment le terrain. Un journaliste qui aime le terrain, c'est aussi un journaliste qui a l'esprit de sacrifice. Allez, moi j'ai fait des reportages dans les zones que je n'avais pas toutes les assurances, parce que je suis allé à Abyei. Ça faisait 10 ans, aucun journaliste n'est arrivé à Abyei. Je suis allé au Soudan. Il n'y avait pas toutes les assurances qu'on demande. Mais et après, tu amènes quelque chose d'original. Le problème que nous-mêmes aussi, on n'a pas cet esprit d'aventure. Il faut aussi avoir un esprit d'aventure. Il faut être libre dans la tête. Dans la tête aussi. Alors, Charles Fonga, moi je ne sais pas si vous prenez ce problème avec le même regard que Elie Smith. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des blocages de votre point de vue. Où se trouve le mal? Pourquoi on a l'impression que les couvertures des événements comme ceux-là, chez nous, sur le plan local, ne sont pas suffisamment prises en compte, on va dire, par la presse locale, au point de déployer suffisamment d'hommes de médias sur le terrain? Oui, je pense que je suis d'accord avec lui que nous sommes encore habités par le syndrome du colonisé. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'extérieur, forcément, nous emporte. Mais s'il faut rentrer dans la réalité de la partie du journalisme au Cameroun, moi j'ai eu la chance en tant que reporter d'avoir fait toutes les régions, même celles des régions du Nord. J'ai eu le temps de faire tout le parcours des coupeurs de route. J'avais même publié à l'époque un article intitulé « Sur les pas des coupeurs de route » pour voir exactement comment cela se passe. J'avoue ici qu'il faut avoir cet esprit d'aventure-là, où se risquer, où on n'avait aucune protection. Vous pouvez même être agressé par même des villageois, par le premier venu. Alors que ces journalistes occidentaux, on vous dit, quand ils se retrouvent au Mali, ils ont même la protection de leur gouvernement, même sur le territoire malien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là comme ça, abandonnés à eux-mêmes. Quand bien même ils sont en dehors du pays, j'ai envie de dire qu'ils sont encore bien plus protégés que les Maliens qui vivent sur ce territoire. Et si on veut voir comment se passe la partie journalisme chez nous, beaucoup de journaux, beaucoup de médias ont la prétention de couvrir tout le territoire national. On dit que nous sommes un média qui couvre tout le territoire national, mais dans les faits, ce sont des prétentions. Ce sont juste que des prétentions. Si vous prenez les différents quotidiens, c'est à peine qu'un quotidien a un représentant à Maroua. Assez souvent, et on en a à Garoua, on dit qu'il couvre jusqu'à Maroua. Et vous voyez, c'est difficilement d'en avoir dans les différents départements. Donc voyez-vous quelque chose n'est pas à Kolofata. Pour le reporter, quelle que soit sa bonne volonté, s'il est à Garoua, le temps de partir de Garoua pour Kolofata avec l'état de la route, moi j'ai eu la chance d'être jusque là-bas,
la route, il sera extrêmement difficile d'y arriver et de pouvoir y aller son papier et que ce papier arrive à la rédaction centrale à temps. C'est-à-dire qu'il mettrait pratiquement 2 jours et serait tard. Donc il y a même les conditions même, il y a un peu la structuration de la presse elle-même au Cameroun qui fait que les journalistes, même s'ils avaient la volonté, ils ne pourraient pas faire le même travail que leurs homologues, que leurs confrères français. Là, il y a des limites au niveau de la structuration de la presse elle-même, au niveau des moyens qui sont mis à la disposition de la presse et des journalistes pour faire le travail. Et il y a également le manque de volonté politique, vous avez dit, qu'il faut accompagner avec les subventions. Il faut que ceux qui investissent dans les médias mettent plus de moyens pour avoir l'élément matériel qui contribue la véritable source qui permet aux médias de vivre, à savoir l'information. Dans le contexte camerounais, ce n'est pas toujours cela. Et quand je vois même les journalistes qui travaillent sur les questions relatives à Boko Haram, ils vivent à Yaoundé. Moi, je connais un grand reporter que j'ai le jour. Mais il est à Yaoundé, il réalise des papiers. Quand il se retrouve à Maroua, il m'est envoyé spécial à Maroua. Et pourtant, il a été affecté dans cette zone. Donc, les gens font des reportages à partir de Yaoundé. Du coup, tout ce qu'ils relatent, tout ce qui sert au public, c'est ce qui leur a été dicté parfois par les forces de commandement qui sont au front, dictées. Donc, j'ai dit, il y a la volonté, mais il manque des moyens. Et à côté de cela aussi, il faut noter que les pouvoirs publics essaient de canaliser ces informations-là et ne sont pas prêts à laisser le moindre journaliste s'aventurer sur le terrain, c'est-à-dire au front. J'ai un jeune confrère, Christian Loca, qui pendant la capture de Laurent Mounier, c'est pas, il y a un Français là, Mounier, Fournier, c'est Fournier, Éric Fournier, avait osé aller sur les traces de Fournier. Il a été arrêté. Le syndicat des journalistes a pu déployer un certain nombre de camarades depuis Garoua pour aller le chercher jusqu'à Maroua. Et il a passé 21 jours entre les mains de la police gendarmerie. Simplement pourquoi? Parce qu'on ne veut pas des journalistes là-bas. Vous devez attendre l'information qui vous est donnée par la haute administration. Vous n'êtes pas autorisé à aller chercher l'information là où elle se trouve. Alors, Elie, on a vraisemblablement l'impression que tout est fait pour que la disponibilité de l'information, en tout cas sur le plan local, ne soit pas disponible. Hein. Vous me permettrez, n'est-ce pas, la répétition. On s'en tient au développement de Charles, qui lui, en globe-trotteur, parcourt ces régions-là. J'ai eu la chance, moi aussi, de l'extrême nord au nord, de voir un peu les réalités du terrain sur le plan de l'accessibilité à un certain nombre de conditions avec ces partis. Et vous, vous dites que, bon, peut-être les journalistes sur le plan local ne sont pas suffisamment animés d'un sentiment de sacrifice et d'une volonté immuable qui ferait d'eux des aventuriers. Quand vous avez vu le déploiement, n'est-ce pas, des autorités françaises pendant ces attentats, le ministre de l'Intérieur, le procureur qui vient donner des informations, la presse qui est autorisée quand même à atteindre un certain niveau, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que la rétention de l'information est un gros handicap pour ces journalistes locaux, comme essayait de le dire Charles Fongan? Oui, là, je ne refuse pas. Je ne veux pas généraliser. Et à quel niveau vous situez donc la responsabilité des journalistes qui n'arrivent finalement pas à faire ce traitement? Voilà, premièrement, je vais faire une correction. Je ne voudrais pas dire que tous les journalistes camerounais ne sont pas animés d'un esprit d'aventure. Il en a une preuve qu'il y en a ceux qui ont cette volonté. Mais vous dites qu'ils sont très peu. Ils sont très peu. Je ne crois pas qu'il va me contredire. Hein. Ils sont quelques-uns. Vous savez, beaucoup de nos journalistes, les journalistes... Peut-être que Charles a une réserve financière qui lui permet quand même de faire des mouvements... Non, vous savez, hein, c'est la volonté qu'il faut. Parce que vous savez, les réserves financières ou la capacité d'avoir tout, peut-être en termes militaires. Vous avez, pendant la guerre du Vietnam, si c'était en termes d'armement, le Sud-Vietnam battait le Nord. C'est la volonté qui a fait que les Nordistes, avec l'aide des Chinois et des Soviets, de gagner. Donc moi, je pense que lui... il a cette aventure, il a ce désir de bien travailler. Mais beaucoup de ses collègues ne veulent pas. Beaucoup restent à Yaoundé ou à Douala, ils sont déjà très corrompus, ils aiment trop l'argent et tout ces trucs. Mais de l'autre côté, le gouvernement joue aussi un rôle néfaste. Je crois que la France a donné une belle leçon au gouvernement camerounais, d'abord à Paul Biya, et puis deuxièmement à ses ministres. Vous avez vu François Hollande descendre sur le terrain. Paul Biya est à Yaoundé. Il n'est jamais allé à l'hôpital général. Il n'a jamais quitté pour aller au nord voir les troupes. Même au Nigeria, on est en train de critiquer Goodluck Jonathan. On a vu Goodluck Jonathan vers les derniers jours aller partout au front. On peut dire que peut-être c'était la campagne qu'il faisait, mais Paul Biya n'a jamais fait ça. Et il y a des gens au Cameroun qui passent le temps comme Paul Biya est devenu un petit dieu. Il est comme Louis XIV, je ne sais pas ce qu'il est devenu. On ne peut même pas lui critiquer, le dire.
Et encore, regardez, encore, si c'était au Cameroun, ça aurait été le ministre de la Communication restant à Yaoundé pour venir donner des... Donc, la France vient de nous donner une belle leçon de communication en temps de crise que je pense les autorités camerounaises doivent apprendre. Mais je pense qu'en ce qui concerne les journalistes camerounais, il faut qu'ils essayent de briser cette chaîne et aller. Vous savez, moi, le Nord, là, comme on dit qu'il y a les places, moi, je vais y aller. Parce que je ne crois pas que c'est le Cameroun. Hein. Il n'y a pas de place qu'on doit empêcher que quelqu'un... J'irai, même avec l'aide ou l'accord de là où je travaille ou pas, j'irai. Parce que je trouve qu'à un moment, il faut donner l'information. Vous savez, la guerre du Vietnam, ça a changé. Pourquoi? Parce que les journalistes américains sont allés au terrain, d'autres sont morts, mais ils sont venus donner l'information réelle aux Camerounais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas qu'on n'est pas au courant. Par exemple, la division qui est au sein de l'armée, on nous présente une armée unis, c'est là que dans la réalité, il n'y en a pas. Moi, je pense qu'il y a deux côtés. D'abord, le gouvernement empêche l'information. Deux, comme il a aussi dit, nos médias, souvent, sont des médias prétentieux. On dit que nous sommes nationaux, et pourtant, nous sommes les médias régionaux. On n'a pas la capacité de couvrir tout l'ensemble. Et c'est ça qui fait que souvent, ce sont des médias occidentaux qui nous informent, et ils nous informent pas pour notre avantage, mais pour leurs désirs et leurs ambitions personnelles. Voilà un peu ce que je veux dire. Alors Charles, un autre problème, ça il faut le relever. On a souvent aussi fait le procès à la presse sur le plan local de n'avoir pas suffisamment de finesse et de tact dans le traitement de ces informations-là. Loin de nous l'intention de prôner une espèce de chauvinisme ou alors, j'allais dire, un nationalisme béant. On se rend quand même compte que les images ou alors les vidéos qui sont parfois exploitées par les confrères sont à la fois choquantes, mais tout à fait déshumanisantes. Est-ce que là aussi, la presse n'a pas une grosse responsabilité? Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette presse n'est pas suffisamment mature, ou alors elle manque même les fondements d'une formation qui ferait d'elle une presse responsable? Oui, il faut noter que nous n'avons pas été habitués au journalisme de crise. Le journalisme de crise a des règles. Je ne parle pas ici du journalisme patriote, parce que j'ai entendu le ministre de la Communication dire qu'il y a des journalistes à être patriotes. Non, ce n'est pas le rôle du journaliste. Effectivement, en ce qui concerne les images, on a pu l'apprendre à l'école, mais la mise en pratique est parfois difficile. C'est-à-dire que l'enseignement du journalisme est universel, mais maintenant la pratique, c'est là où les écarts parfois surviennent. C'est vrai que nos journalistes ne sont pas parfois suffisamment responsables et ne prennent pas le temps d'apprécier d'abord par eux-mêmes l'image, ne prennent pas en considération l'influence, l'impact que peuvent avoir ces images-là sur les téléspectateurs ou encore la manière de décrire sur les auditeurs et les balances comme ça parfois. Mais cela ne suffit pas. Il suffit simplement de leur rappeler à l'autre qu'en temps de guerre, on ne montre pas tout, car cela peut décourager les soldats qui sont au front, qui se rendent compte que plusieurs de leurs meurent, peut-être qu'ils ne le savaient pas, mais d'apprendre comme ça qu'il y a 500 qui sont tombés. Je ne sais pas si cela apporte quelque chose de nouveau. On le dit souvent même dans la partie du journalisme, quelque chose apporte de nouveau, mais dit que le Cameroun a quand même perdu des hommes au front, c'est déjà une information, des hommes suffisamment, plus d'une centaine, mais en disant 900 hommes, c'est qu'on dit plus d'une centaine ou quelques centaines ou des centaines, je crois que c'est tout aussi important que si on donne le chiffre exact. Donc, il revient aux journalistes d'être suffisamment responsables. Il y a la responsabilité sociale du journaliste. C'est-à-dire, quand vous publiez une information, vous devez donc vous interroger sur la portée de cette information et sur les conséquences de l'information que vous diffusez sur le public. Donc, les journalistes doivent être suffisamment responsables. Je n'ai pas envie de dire qu'ils ne le sont pas. Quelquefois, il y a des écarts, mais des écarts qui sont encore susceptibles qu'on peut corriger. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire que parce qu'ils ont failli quelquefois, alors on va les empêcher totalement d'aller au front, car ils ne seront pas suffisamment responsables. Je suis d'accord qu'on peut parfois canaliser le déplacement des journalistes au front, mais je pense que ces journalistes-là, il suffit de leur dire exactement ce qu'il y a à faire et leur rappeler la responsabilité sociale du journaliste, car ils la connaissent déjà et nous pensons qu'ils pourraient faire du très bon travail. Alors, Elie, il y a quand même que cela n'est pas aisé de trouver le juste milieu et la limite entre ce qu'il faut diffuser et ce qu'il ne faut pas diffuser en temps de crise. Quelques-uns prenaient encore l'exemple de ce qui s'est passé en France, où on a quand même eu difficilement la possibilité de voir ne serait-ce qu'un seul corps, même pas au Bataclan, si ce n'est des images, on va dire, des images prises de manière clandestine.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que c'est un véritable dilemme? Déjà, les ressources sont difficiles. Ensuite, la mise à disposition de l'information, tout au moins officielle, n'est pas aisée. Et après, trouver le juste milieu entre ce qu'il y a à diffuser et ce qu'il ne faut pas. Oui, je comprends. Les journalistes camerounais ont quand même un professionnalisme. Hein. On ne diffuse pas tout. Contrairement à ce que le ministre Chiroum avait dit, et sa notion de journalisme patriotique n'existe pas, on ne va pas faire la propagande. Hein. Et moi, je refuse, ça n'existe pas, il faut informer. On est assez outillé pour dire, on ne va pas dire que... C'est comme il y a eu une bataille qui a eu dernièrement, j'ai oublié le mois précisément, on nous a dit ici comment... Bon, il ne veut pas donner aussi les chiffres. Et quand vous allez sur le terrain, la réalité était autre. Mais j'ai compris qu'à ce moment-là, il fallait galvaniser les troupes, il ne fallait rien dire. Moi, je n'ai aussi rien dit parce que j'ai compris. Mais j'ai aussi pensé, j'ai aussi mal fait. À un moment, il faut tout dire. Il faut tout dire. Il faut tout dire. Moi, je suis pour qu'on dise tout. En ce qui concerne la France, ce n'est pas un exemple en termes de liberté d'expression. La France, c'est seulement que la société civile française commence à s'améliorer. Vous savez que la France, la démocratie française commence à vraiment exister avec le gouverneur de Lyon Blum en 1936. Hein, et puis, c'est encore reparti avec les instabilités récurrentes. Et puis, la stabilité est venue avec le 58. Donc, la France apprend beaucoup de choses. Ce qui s'est passé en France, au Bataclan et les autres, où on empêchait de voir les corps, bon, c'est la France. Pour moi, ce n'est pas un exemple. Moi, je suis pour le journalisme anglo-saxon. Il faut tout dire, mais on a des limites à des choses à dire parce que quand on ne dit pas tout, en ce qui concerne la France, ça laisse aussi libre cours à toutes les spéculations. Vous savez, par exemple, quand un djihadiste ou deux djihadistes entre dans une salle qui a 1500 personnes et il vide tout sa gâchette sur les gens et vous me sortez, vous me dites qu'il y a eu seulement 129 morts, il y a de quoi. Peut-être parce que, je veux comprendre la France, ça fait depuis 45 ou 40, il n'y a jamais eu ce genre de grands attaques en France, en dehors du gang de Roubaix, ce n'était pas la même chose. Mais je pense que les journalistes sont quand même suffisamment responsables. Il ne faudra pas que le gouvernement s'y mette. Le problème du gouvernement camerounais, c'est qu'ils veulent manipuler l'information. C'est ça, c'est leur but. Ils ne veulent pas qu'une information sorte qui va peut-être ternir leur propre image. Ils n'ont pas le souci de ces militaires, le gouvernement, contrairement à ce qu'ils disent. C'est peut-être pour le souci des militaires qu'on préserve un peu la diffusion d'un certain nombre d'informations. Si c'était pour le souci des militaires, mon cher Christian Dobor, il faut qu'on paye les soldes militaires comme il se doit. On les donne des traitements qu'il faut. On ne doit pas venir nous raconter du grand n'importe quoi. Moi, je suis pour qu'il faudra que les journalistes africains aiment les Africains d'abord. Si quelque chose concerne le Cameroun, priorité au Cameroun, c'est la proximité de l'information. Nous ne devons pas aimer les Français plus que les Français. Ça, c'est ce que moi, je pense. Alors, nous ne devons pas aimer les Français plus que les Français. Charles Fonga, il y a aussi quand même cette utilisation de l'outil technologique. Les réseaux sociaux, la flexibilité. Est-ce qu'avec la capacité aujourd'hui de s'approvisionner ou alors de former des forums où les informations sont disponibles, même s'il faudra encore les vérifier, est-ce que ça n'est pas une autre occasion loupée par les journalistes sur le plan local d'être à l'affût de ces informations-là, mauvais usage ou bien usage totalement ignorant de ces réseaux qui quand même pourraient faciliter la tâche? Moi, j'ai envie de dire que les réseaux sociaux ne peuvent pas être une source d'information pour les médias, car il faut beaucoup s'en méfier, tout y circule. Et tout ce qui circule n'est pas vrai. Dans la plupart des cas, j'ai envie de dire que ce qui circule n'est toujours pas vrai, ou encore est toujours vrai de moitié. Donc, ça peut être des pistes, c'est-à-dire que des prétextes pour les journalistes pour aller sur le terrain, vérifier, pour en savoir davantage, mais ça ne peut pas être un élément qui puisse améliorer la façon de faire ou la façon de faire du journaliste. Et nous avons rendu compte qu'en fait, les réseaux sociaux, la manière dont ils sont utilisés au Cameroun, quelquefois, vont même à l'encontre de la responsabilité sociale que nous on interpellait ici. Vous avez un inspecteur de police qui en allait intervenir, se voit arracher la tête par une grenade. Vous voyez qu'il est filmé et c'est mis sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas demander aux journalistes d'aller copier un tel exemple pour diffuser dans leurs médias. Nous disons que ce sont des mauvaises pratiques. Il est temps que ceux qui étudient les réseaux sociaux, c'est vrai que les journalistes également écument ces réseaux sociaux-là, que ceux qui écument ces réseaux sociaux-là, qui ont la capacité, qui ont compris l'utilisation et la force des réseaux sociaux-là, puissent à un moment l'utiliser avec beaucoup plus de responsabilité.
Donc les journalistes ne peuvent pas s'abreuver à ces sources-là, mais elles peuvent constituer des prétextes, elles peuvent constituer des pistes qui vont amener les journalistes à aller sur le terrain, enquêter et diffuser une information véritablement crédible. Et vérifier. Une information vérifiée, crédible, une information qui ne souffrirait d'aucune contestation. Et s'il arrive que le journaliste se trompe, qu'il se trompe de bonne foi, c'est-à-dire qu'il était même des bonnes dispositions, qu'il a tout fait pour avoir une information de qualité, mais malheureusement, il aurait été manipulé. À ce moment-là, il définit l'information étant, il se trompe de bonne foi. Alors, il y a une autre problématique qui est très souvent posée autour de la disponibilité de ces données et de ces informations-là. Le véritable problème aussi de l'existence d'agences de presse. Vous, le syndicaliste, est-ce que les journalistes ne se donnent-ils pas aussi des moyens de pouvoir exiger la mise en place ou bien de susciter la mise en place et l'existence d'une agence de presse qui faciliterait quand même aussi les choses? En fait, le Cameroun est l'un des rares pays au monde à un tel niveau de développement qui n'est pas une agence de presse. Vous savez qu'au Cameroun, il y a une agence de presse qui a existé, l'agence camerounaise de presse, la CAP, mais qui a disparu. Et depuis, chaque année, on nous annonce qu'on va mettre sur pied une agence et il n'y en a toujours pas. Et il y a environ 5 ans, le ministère de la Communication a lancé le recrutement. 40 personnes avaient été recrutées. D'ailleurs, on en voulait 40, il y avait juste 36 qui avaient envoyé le dossier, qui ont composé. J'ai quelques étudiants, 5 qui avaient été retenus. Mais aujourd'hui, on les a recrutés, on les a placés comme des taupes. Dans les ministères de la Communication, j'en ai un qui me dit qu'il avait été choisi pour me regarder à la télé et ensuite faire des rapports, c'est-à-dire suivre les émissions de débat. Et il m'a dit, prof, j'ai souvent fait des annotations par rapport à vos passages. Donc, c'est de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent, c'est la responsabilité de l'État. Car dans tous les pays au monde, les agences de presse qui ont été mises en place sont quelquefois l'émanation des pouvoirs publics ou encore reçoivent des subventions des pouvoirs publics pour permettre à ce que les informations qu'elles produisent soient mises à disposition des journaux qui ont le plus petit capital. C'est le cas en France, l'agence France Presse reçoit des subventions de l'État français. Donc au Cameroun, c'est véritablement, je ne sais pas comment, c'est une catastrophe que nous n'avons pas d'agence de presse. Je parlais ici des journaux qui ont la prétention d'être nationaux, mais qui ne le sont pas. Mais pourquoi? Mais si on avait une agence de presse qui a des correspondants dans tous les arrondissements, le gouvernement en a les moyens, il y a des jeunes qui sont suffisamment outillés pour le faire, alors cela remonterait l'information et les journaux basés à Douala ou à Yaoundé iraient simplement s'abreuver aux sources de l'agence de presse, paieraient un abonnement et pourraient maintenant diffuser, faire que tous leurs abonnés, leurs auditeurs, leurs téléspectateurs soient au courant de l'actualité. Donc, une autre responsabilité n'est pas celle des journalistes, non. Il ne revient pas aux syndicats de revendiquer les salles d'une agence de presse. Il revient à ceux qui nous gouvernent de reconnaître que l'agence de presse est suffisamment importante pour un pays, pour respecter le droit de l'information de tous les citoyens d'un pays et mettre sur pied une telle structure. Donc ce n'est pas la faute du syndicat, s'il n'y en a pas. Nous les journalistes, nous avons des journalistes qui n'ont même pas de travail, qui sont en chômage. Et pour nous, si on peut créer une structure comme celle-là, au moins ça va employer quelques journalistes. Oui, peut-être aussi que le combat devait être porté vers l'exigence. Nous le faisons déjà sur ce plateau. Alors, Elie, quand vous regardez maintenant, parlons du contenu de l'information par les confrères sur le plan local. Est-ce que vous avez l'impression que ce type d'actualité de crise, ces attentats-là, est-ce que vous avez l'impression que le contenu est à la hauteur des attentes et aussi des craintes et des contingences d'une situation de crise? Bon, premièrement, je crois que Charles l'a dit tout à l'heure, nous n'étions pas habitués aux situations de crise. Est-ce que ça peut justifier tout? Non, ça ne peut pas, non, il ne peut pas du tout justifier, mais je pense que nous avions la capacité, mais il y a les obstructions gouvernementales qui existent, qui empêchent. Maintenant, le contenu, je ne sais pas si c'est seulement le contenu des reportages ou des sujets concernant la crise ou c'est le contenu de nos médias. La crise en général. La crise en général, je pense qu'on ne fait pas assez. On ne fait pas assez pour les raisons qu'on a évoquées. Et le peu qui est fait, comment vous l'appréciez? Le peu qui est fait, pour moi, je crois que souvent c'est superficiel. Vous savez, parce que beaucoup de nos journalistes, je vais encore peut-être offenser d'autres, n'ont pas même le temps de lire. Parce que souvent, s'ils veulent parler même de Boko Haram, ils se réfèrent toujours des spécialistes de France ou de Grande-Bretagne. Eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité ou ils ne veulent pas. Vous savez, il faut dire les choses comme il se doit.
avant, on avait des gens qui mouillaient le maillot. Nous avions un groupe de journalistes aujourd'hui qui veulent avoir l'argent vite, qui veulent avoir la gloire, donc ils ne prennent pas le temps. Je pense que ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre nous ne font pas des efforts sur le terrain. Lui, c'est un enseignant, je pense et je ne dirais pas le contraire. Beaucoup de nos journalistes aujourd'hui veulent rester dans un bureau écrit. Donc c'est ça le problème qui fait qu'on a un problème de déficit de contenu. Quand vous suivez souvent, moi je suis souvent étonné, et quand les gens parlent de Boko Haram d'une manière superficielle, ils répètent quasi ce que les autres disent. Ils n'ont jamais pris la peine pour savoir que Boko Haram, ce n'est pas quelque chose qui est né en 2009, c'est une vieille organisation qui existe au Nigeria, qui se meut chaque 10 ans, chaque 100 ans, chaque 30 ans. Jamais quelqu'un n'a pris la peine pour le faire, et d'ailleurs même chez nous. Donc je pense que nous devions d'abord travailler beaucoup. Si nous travaillons assez, ayons d'abord l'esprit de sacrifice, n'est pas avoir cette culture de les médias, dire vouloir avoir de l'argent à tout prix. Mais si on avait aussi les gouvernements responsables qui voulaient que ça marche, ça devait être bien seul. Pourquoi je pense que nos médias, l'Afrique c'est le seul continent au monde que chacun crée une télé ou un truc pour l'informer. Il y a Africa News qui va venir, il y a France 24, CNN, BBC, CCTV, la Turquie vont lancer les autres, et Venezuela a lancé une chaîne pour l'Afrique, tout simplement parce que nous laissons la place libre pour eux. C'est la première fois que vous faites une émission comme ça sur un truc africain, je ne sais pas. Oui. Alors, Ellie Smith, Madame, Monsieur, on va mettre un terme à cette autre édition du débat sur la chaîne bleue, Canal 2 Info. Le prétexte, c'était bien évidemment le regard porté sur le traitement qui est fait des situations de crise et notamment des attentats sur le plan local, comparé à l'espace qui est accordé à ce qui se passe en termes aussi de ces crises-là à l'étranger. On a porté un regard aussi sur ce qui se fait là-bas localement, en essayant de comprendre ce qui peut être considéré comme blocage, n'est-ce pas, dans le traitement qui est fait sur le plan local. Merci Charles Fonga d'avoir accepté cette sollicitation. Merci, je pense que les initiatives comme celle-ci vont être renouvelées car l'Africain a son regard sur l'actualité internationale qui est totalement différent du regard des Occidentaux. Tout à fait. Ellie Smith, merci aussi d'avoir répondu à cette haute sollicitation. Alors, Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté votre attention. Très bientôt pour un autre rendez-vous sur la chaîne bleue.